Donc, on avait commencé à parler des travaux de Paul Ekman et de Izard. Et bien maintenant, on va voir ce qu'on appelle la thèse des programmes innés. Okay, dans sa théorie dite des émotions discrètes, Paul Ekman propose qu'il existe pour chaque émotion de base certaines caractéristiques qui lui sont spécifiques et d'autres qui sont communes à plusieurs émotions. Si on y va du côté des caractéristiques spécifiques, pas facile à dire, d'une émotion, par exemple, vous allez avoir la joie. Pour la joie, on va voir les prototypes d'expression faciale, par exemple la contraction des zygomatiques. Okay, et pour la peur, l'activation du système ou orthosympathique. On va avoir l'accélération du rythme cardiaque ou l'existence d'événements déclencheurs. Par exemple, ça peut être l'image d'un prédateur. Et tout ça, ça va mettre en place une suite logique de choses que l'on va voir sur la physiologie. D'accord ? Et en fait, sachez que pour détecter un menteur, il est plus facile de regarder les micro-mouvements du visage parce qu'ils sont liés à des émotions plutôt qu'un électroencéphalogramme. C'est beaucoup plus fiable. D'accord ? Maintenant, ça, on va s'apercevoir que les zygomatiques, les yeux, tout ça, ça va être lié à nos émotions de base. Par exemple, quelqu'un qui est dans la joie va avoir un vrai sourire et ici, les pas de doigts vont, quand il sourit, ils vont se marquer. Okay, ça, c'est des réactions physiologiques. Si vous avez simplement ça, mais pas ça, vous pouvez être sûr que c'est un faux sourire. D'accord ? Maintenant, ça, c'est la surprise. Ça, c'est la peur. On va s'apercevoir que, en fait, quand on va activer la peur, il y a une réaction où les yeux augmentent, mais il y a une légère ouverture de la bouche. D'accord ? Maintenant, si on y va du côté des caractéristiques communes à l'ensemble des émotions, ce sont ce qu'on appelle les caractères automatiques et involontaires. C'est des déclenchements très rapides, leur durée elle est très courte et c'est spontané, d'accord ? Donc si on y va de ce côté-là, on est à l'opposé des émotions de base, ok ? Et on parle d'émotions secondaires. C'est-à-dire qu'à la différence des émotions de base, ces émotions secondaires ne posséderaient pas obligatoirement ces caractéristiques et seraient plus liées au développement du langage, de la conscience de soi, par exemple l'empathie, l'envie, la jalousie. On va faire une auto-évaluation de ce qu'on est en train de vivre. L'embarras, la fierté, la culpabilité, la honte. Okay ? Et ensuite, on va mettre en place des élaborations cognitives. Après, je vais choisir ma réaction. Il y a beaucoup de psychologues et de chercheurs en neurosciences, contrairement aux émotions primaires, qui font déjà partie du répertoire des bébés de 6 mois. On pense que les émotions secondaires vont venir plus tardivement, entre la première et la 4e année. Et si on y va du côté des psychologues évolutionnistes, le psychologue évolutionniste, en lui dit que il rend compte des émotions. D'accord ? Ça veut dire quoi, qu'il rend compte des émotions ? On va parler de processus cognitifs, on va parler de comportement humain à la lumière des contraintes qui sont posées, okay, mais que l'on tiendrait apparemment du mode de fonctionnement de nos anciens paléolithiques. D'accord ? En fait, ce sont des dérivés des émotions primaires. Et le but, naturellement, c'est d'assurer notre survie. D'accord ? Donc, si on y va de ce côté-là, on va s'apercevoir qu'il existe un modèle qu'on appelle le modèle multidimensionnel. Il a été porté par un psychologue américain qui s'appelle Robert Plutchik. J'en parle souvent, Robert Plutchik. Alors, je ne suis pas obligatoirement pour la théorie évolutionniste en ce qui concerne la psychologie, mais la classification en termes d'émotions, j'ai trouvé intéressant. Lui, en fait, il a tenté de classer les émotions d'après des critères comme l'intensité, la similitude, la polarité. Pour lui, en fait, chaque émotion a un opposé. Okay ? Par exemple, la joie, le contraire de la joie, ça va être la tristesse. D'accord ? Et il va rajouter que ces émotions secondaires, elles sont beaucoup plus complexes. Si on fait une traduction de tout ça, ça veut dire quoi ? On dira qu'il y a les émotions de base et, écoutez-moi bien, les émotions secondaires, on va les appeler les sentiments. Sentimental, un ressenti qui vient du mental.
Si je vais de ce sens-là, par exemple, l'appréhension, la peur, la terreur, ça constitue une classe d'émotions proches, mais qui vont se différencier sur le plan de l'intensité. Okay ? Et on va se rendre compte que le mélange de deux émotions primaires, ça pourrait donner aussi une émotion secondaire. Par exemple, la joie et l'acceptation pour l'amour, la surprise et la tristesse pour la déception, ou encore la colère et le dégoût pour la dimension de l'hostilité. Okay ? Maintenant, il y a des limites à ce modèle qui résident dans le caractère le plus souvent arbitraire des combinaisons qu'il va nous proposer. Et on n'a pas encore de référence, ça ne fait pas encore référence à des mécanismes qui rendraient compte des relations entre nos émotions primaires et secondaires. Sachez que ça, dans le cerveau, on voit que ça se produit, mais on n'est pas encore capable d'expliquer comment. D'accord ? Donc ça, c'est aussi important parce que ça veut dire qu'il y a une certaine forme de limitation des neurosciences face à l'émotion, qui reste encore un énorme mystère pour les neuroscientifiques. Alors, beaucoup de laboratoires travaillent dessus, et sur les émotions, mais le problème, c'est que la plupart du temps, ces laboratoires travaillent sur une dimension qui va être une dimension sur comment réfréner et réduire les émotions. Pourquoi ? Pour permettre de fabriquer des médicaments derrière. Je continue. Il y a une chose que j'aimerais dire également sur la notion d'émotion de base, parce que la notion d'émotion de base, elle a été critiquée par des études ayant mis en doute l'existence de programmes préétablis qui produisent un nombre limité d'expressions faciales. Et donc du coup ça touche aussi à la logique d'universalité des expressions faciales. D'accord ? Donc, par exemple, la contraction que je vous ai mentionné tout à l'heure sur les muscles zygomatiques dans la joie. Okay. Il y a une alternative à cette approche qui a été proposée plus récemment par des partisans des théories de l'évaluation cognitive. D'accord ? En fait, les objectifs de ces théories sont de rendre compte de la multitude des émotions humaines, de leur délimitation, ainsi que des divers facteurs qui font naître les émotions, qui sont des émotions différentes. On va se rendre compte, par exemple, que les approches psycho-évolutionnistes contemporaines des émotions ont été fortement influencées par les travaux de Duchesne de Bologne. Et je rappelle que c'est un auteur de 1862. Il a créé un traité intitulé « Le mécanisme de l'expression faciale humaine ». Et surtout, les évolutionnistes, ils se reposent aussi sur la théorie de Charles Darwin. Maintenant, il est grand temps de dire que Charles Darwin, c'était un imposteur, qu'il avait trompé une grande partie de son public, ce qui est dommage parce qu'une grosse partie de ses travaux était intéressante. Mais Darwin a publié dans les années 1870, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, où l'on retrouve déjà l'idée d'une correspondance très étroite entre les émotions et les expressions faciales. C'est pour ça que déjà à l'époque on disait que la peur se caractérise par des sourcils relevés et droits, okay, des yeux écarquillés, une bouche entrouverte et des lèvres tendues. Okay. C'est-à-dire que ça ne fait pas de doute qu'il y a des mimiques qui sont distinctes et qui vont refléter des émotions qui sont différentes et communiquent des informations sur les intentions de la personne qui va les exprimer. On vit tous ça tous les jours. Par exemple, vers l'âge de 1 an, les bébés sont capables de distinguer les expressions faciales de joie ou de peur de leur mère, pour savoir si une situation ambiguë elle est dangereuse ou pas. Et selon l'expression qu'ils ont décodée, ils vont adopter une attitude d'approche ou d'éloignement. Ça vous est tous arrivé de voir qu'un bébé, un jeune enfant, il tombe, et si la mère elle est paniquée quand elle va le voir, dès qu'il va la voir, il va se mettre à pleurer. Mais si la mère elle arrive calmement et qu'il dit vas-y relève-toi, même s'il a un petit peu mal, il ne va pas pleurer. D'accord ? Maintenant, cette théorie, elle reste controversée parce que il y a un problème avec les facteurs de déclenchement des émotions faciales. Parce que la nature de leur lien avec les émotions et les informations précises que ces expressions véhiculent, une fois encore, ça peut varier selon les individus, même si c'est 90% vrai. Il y a une théorie pour expliquer la diversité des émotions, que moi j'aime beaucoup, et c'est là qu'interviennent les théories qu'on appelle de l'évaluation cognitive. C'est-à-dire que plutôt que de postuler
des programmes neuromoteurs innés qui déclenchent un nombre limité de prototypes d'expression faciale. Ces théories proposent que la diversité des expressions faciales et d'autres composantes émotionnelles, notamment par exemple physiologiques, subjectives, résultent de séquences qui sont ordonnées de traitement de stimulus qui a déclenché l'émotion. En clair, si je dis ça différemment, c'est-à-dire qu'une situation potentiellement émotionnelle ferait l'objet d'une séquence de traitement où chacun de ces aspects serait pris en compte avant que l'émotion elle-même ne soit produite. Là, on est au cœur des travaux de Damasio. Okay, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les différents aspects d'un stimulus qui seraient comme ça traités sont la nouveauté de l'événement, sa valence, ce qu'on appelle l'événement, est-ce qu'il est positif ou négatif, sa pertinence par rapport aux besoins et aux objectifs de la personne, la possibilité pour cette personne d'exercer un contrôle sur la situation et la conformité des actes aux normes sociales et à l'image de soi. Donc tout ça serait pris en compte et c'est ça qui conditionnerait vraiment notre ressenti. Par exemple, il y a un modèle qui a été proposé par Klaus Scherer de l'Université de Genève. On appelle ça le modèle comportemental de l'émotion. Lui, il dit que la peur est ressentie lorsqu'un événement est évalué comme soudain, imprévisible, donc c'est pas familier, ce qui entraîne la contraction des muscles du front et l'élévation des sourcils. Et lorsque les possibilités de contrôle sont faibles, ça provoque la contraction des muscles de la mâchoire avec l'étirement des lèvres et l'ouverture de la bouche. Okay ? Il y a d'autres actions musculaires qui sont toutefois possibles en fonction des circonstances. On voit donc que, de façon générale, les actions musculaires qui produisent une expression faciale résultent du traitement cumulé de plein de dimensions qui vont être mises en jeu dans le cadre de l'émotion. Donc, est-ce que les émotions de base sont universelles? Et je veux dire un truc qui va vous permettre de comprendre qu'un même événement puisse déclencher des expressions faciales différentes pour telle personne. Un événement peut être nouveau, et puis pour une autre personne, il peut être familier. Mais aussi qu'il y a plein d'événements qui sont différents, qui peuvent provoquer la même expression. Par exemple, il y a la psychologue Linda Kamras de l'Université de Chicago qui a observé des mouvements faciaux liés à l'émotion de dégoût. Donc là, on a froncement du nez, fermeture des narines, retroussement de lèvres supérieures, okay, et ouverture béante de la bouche. Okay, je ne le fais pas très bien, mais vous avez tous été dégoûtés. Par exemple, chez des bébés, en réponse à une grande variété de stimulus, les bébés ont inséré des objets dans la bouche, okay, ça peut être aussi quand ils sont dans le bain ou quand ils sont en train d'aspirer quelque chose. Bref, ces objets qui sont considérés par le corps comme intrusifs, mais ce n'est pas nécessairement dégoûtant. D'accord ? Ça veut dire que dans ce cas, une même expression faciale, le dégoût, est produite par des situations différentes chez le bébé et chez l'adulte, alors que finalement, ils ne ressentent pas la même chose. Il y a deux autres personnes que je trouve vraiment intéressantes qui s'appellent Benoît Chahal et Luc Marlier du Centre européen des sciences du goût. C'est à Dijon. Et eux, ils disent qu'ils ont observé que des odeurs désagréables pour les adultes pouvaient susciter aussi bien des sourires que des expressions de dégoût chez les nouveau-nés. Donc c'est une fois encore intéressant de voir qu'une même chose peut générer des résultats différents. Nous avons également constaté que l'expérience des odeurs peut, avant et après la naissance, okay, et donc c'est pas familier pour un bébé, et ben ces odeurs en fait semblent jouer un rôle important dans l'appréciation qu'en fait le nouveau-né. En clair, dans une expérience, les bébés nés de mères ayant consommé des produits par exemple à base d'anis durant les 10 derniers jours de leur grossesse réagissaient par des mimiques de succion et de léchage lorsqu'on leur faisait respirer l'odeur d'anis. C'est fou, non ? Par contre, des bébés de mère n'ayant pas consommé d'anis ont réagi à ces odeurs par des mimiques, qui étaient des mimiques négatives, voire de dégoût.
Et c'est ça qui contredit le modèle de programme émotionnel inné et universel, et qui plaide justement en faveur ce qu'on appelle du modèle componentiel, okay, où une émotion, elle est produite au terme d'une séquence de traitement qui va faire intervenir notamment le caractère nouveau, okay, ou pas, du stimulus que je suis en train d'avoir. Seulement, ça pose un problème. Si la théorie componentielle des émotions est correcte, qu'est-ce qu'on fait quand on nous parle de l'université des émotions primaires? La joie, la colère, la tristesse, on a vu tout à l'heure. D'accord? En fait, les personnes qui tiennent à cette théorie soutiennent que les émotions primaires sont signées par des mimiques faciales identiques dans toutes les cultures, mais que ces mimiques peuvent s'exprimer différemment dans certaines cultures ou dans certaines circonstances sous l'effet des normes sociales. Par exemple, cette conception, elle a été étayée par de nombreux travaux, ayant notamment révélé que les photographies d'occidentaux exprimant 6 émotions distinctes, la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise, étaient correctement identifiées par des sujets de diverses cultures. Je vous rappelais, c'est Paul Ekman qui a montré à des indigènes, je crois que c'était en Nouvelle-Guinée, naturellement absolument pas exposés aux médias et au monde extérieur. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voyaient un homme blanc. Eh bien, ces personnes parvenaient à identifier assez bien les photographies des visages qui exprimaient une émotion en accord avec le contenu d'un récit. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de dire « oui, je comprends, lui, il est en colère » ou « lui, il a de la joie » ou « lui, il est dégoûté ». Maintenant, 2 types d'arguments viennent à l'encontre de cette thèse. Le premier repose sur une analyse d'ensemble de 97 études sur la reconnaissance des expressions émotionnelles. Okay. Et les résultats de cette étude, tout en confirmant un accord satisfaisant entre les personnes de différentes cultures, ont révélé que les personnes d'une culture donnée déchiffrent plus efficacement les émotions exprimées par les membres de leur propre groupe culturel que celles exprimées par des membres d'un groupe différent. D'accord ? Il y a une deuxième objection qui vient dans ce sens, qui dit que le protocole d'expérimentation utilisé dans ces expériences, le plus souvent on demande à des personnes de cultures diverses d'identifier des expressions faciales posées ou exagérées, alors que les expressions de la vie quotidienne sont discrètes, voire parfois un peu ambiguës. D'accord ? Dans une récente étude, par exemple, réalisée par un couple qui s'appelle Pamela Nab et James Russell, il y a des étudiants américains qui ont reconnu seulement 24% des expressions faciales spontanées d'indigènes de Nouvelle-Guinée. Okay ? Alors, peut-on en conclure que les émotions primaires sont exprimées par des programmes moteurs innés ? En fait, ces programmes innés existent indéniablement, mais se mêlent à des traitements complexes, si bien que la réalité de l'expression des émotions, il y a d'importantes variations qui sont liées à la culture, à l'expérience de chaque individu. C'est-à-dire que il y a une notion qu'il va falloir qu'on intègre tous, c'est que notre corps façonne le sentiment. Et ça aussi, c'est très 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 important. Comprenez une chose, lorsque nous ressentons une émotion, le système nerveux autonome, constitué de 2 vastes réseaux nerveux, je vous dis, système sympathique et parasympathique, commande des modifications physiologiques, l'accélération du rythme cardiaque, l'accélération du respiratoire, l'ajustement des diamètres des vaisseaux sanguins, la sécrétion d'adrénaline ou alors la libération de glucose, tout ça là, c'est ce qui se passe quand vous êtes dans l'émotion. Okay ? On sait qu'aujourd'hui, de telles modifications ont une fonction qu'on appelle adaptative, en ce sens qu'elle augmente l'apport d'énergie pour la mise en œuvre d'actions urgentes. Alors, une fois encore, que ce soit pour la fuite ou pour le combat, c'est pareil. Mais ces bouleversements corporels informent aussi le cerveau que le corps a réagi à un événement important et que ces modifications corporelles participent à un ressenti émotionnel. Ça veut dire quoi ? Je suis tombé sur un article de référence dans ce domaine qui a été publié, écoutez-moi bien, en 1884. Okay ? Et il y avait un psychologue qui était absolument géantissime, pour moi, 100 fois meilleur que Freud. Okay ? C'est William James. Lui, il donnait un exemple qui est devenu un classique du genre. Se trouvant face à un ours, notre corps réagirait initialement par un sursaut, un tremblement,
un comportement de fuite et une accélération cardiaque. C'est seulement ensuite que la conscience de telles modifications corporelles serait à l'origine de la peur en tant que sentiment. En clair, la conception exposée par James était en rupture avec l'idée dominante qui postulait la séquence inverse, où la peur, suggérée en premier lieu comme sentiment subjectif, entraînant la fuite et la modification corporelle comme accélération du rythme cardiaque. D'accord ? Donc je reformule. D'un côté, on a les gars qui disent « Ok, t'as peur, donc tu réagis ». Et les personnes qui te disent « Non, non, tu réagis et ensuite t'as peur ». Moi, personnellement, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Un jour, je rentrais de Paris pour le chalet où j'habitais. J'habitais à Annecy, au bord du lac. Et à un moment donné, je roulais assez vite sur la route. Il n'y avait pas encore tous ces radars sur la route, donc on pouvait se faire plaisir de temps en temps, puis il n'y avait personne. Donc je fonce, et à un moment donné, au loin, je vois 2 phares qui arrivent. Et à mesure que les phares arrivent, je me dis, c'est pas possible. Et on croit qu'il est sur ma route. Et à un moment donné, je vois les phares qui arrivent à très haute vitesse. J'ai juste le temps de donner un coup de volant. J'entends un gros souffle. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, il y a une voiture qui roulait à contresens sur ma route. J'avance, le temps que je réagisse, je vois une aire d'autoroute, je m'arrête, j'ouvre la porte et je vomis. J'ai eu la réaction physiologique et après, j'ai eu peur et j'ai pris conscience de la conséquence. Ensuite, j'ai appelé les services de police qui ont arrêté la personne qui voulait juste se suicider ce soir-là. Voilà. Donc, c'est juste important de comprendre tout ça. Quand on y va du côté de la théorie de James, quand il a donné sa théorie, moins d'1 an plus tard, il y a un physiologiste qui s'appelle Karl Lange qui a publié un article suggérant le même mécanisme et qui attribuait à la conscience des sensations corporelles, ok, et ces sensations corporelles, c'est ça l'origine de l'émotion. Donc si la théorie de l'émotion de James et de Lange n'a pas résisté à l'épreuve des faits, elle a néanmoins souligné quelque chose qui est très important, c'est que des sensations viscérales, ce qu'on va ressentir, c'est une des composantes essentielles du processus émotionnel. Et ça pose la question des rapports entre l'émotion, la cognition et la conscience. Okay ? Et vous allez voir que cette importance attribuée au corps est sous-jacent de plein de théories contemporaines. Par exemple, quand on y va du côté des marqueurs somatiques, c'est le plus grand qui a parlé de ça dans le monde, c'est un homme que j'adore et avec lequel j'ai aussi collaboré, il s'appelle Antonio Damasio. Et lui, en 1995, il a parlé des marqueurs somatiques et lui disait exactement la même chose, sauf qu'il l'a prouvé, que d'abord on ressent, il y a quelque chose qui est physiologique et ensuite, cette réaction physiologique, elle déclenche le reste. D'accord ? Et cette théorie, elle suppose que le cerveau crée dans ses réseaux de cellules nerveuses des représentations neuronales des réactions corporelles qui vont se jouer sur une personne. C'est un peu comme un fichier informatique qui peut créer la représentation numérisée d'une peinture ou d'un morceau de musique, c'est pareil. Maintenant, si on y va du côté de Damasio, ces représentations cérébrales des réactions corporelles jouent un rôle de premier plan dans la prise de décision. C'est-à-dire quoi ? Là, on va rentrer dans la théorie de l'émotion incarnée. Ça a été développé par un autre psychologue américaine qui s'appelle Paula Niedenthal, qui, elle, considère quant à elle que les perceptions, les pensées ou les rappels d'événements émotionnels nous font involontairement revivre l'émotion. D'accord ? En tout cas, une chose est certaine, la perception subjective de l'émotion et ses manifestations corporelles sont en lien, à tel point que les mouvements faciaux modulent le sentiment subjectif de l'émotion. Okay ? Il y a une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de la rétroaction faciale qui démontre ça. Pour le montrer, les personnes qui ont fait le test, notamment cette Paula, elle a enregistré le rythme cardiaque et la sudation de personnes qui étaient exposées à des séquences vidéo qui suscitaient ou des émotions positives ou des émotions négatives, tout en leur demandant de tenir un crayon dans leur bouche. Et selon le cas, elle devait ou non étirer les commissures des lèvres
ce qui faisait reproduire ou non un sourire. Tous les sujets ont été interrogés à l'issue de l'expérience et on s'est aperçu que les personnes ayant étiré les commissures de leurs lèvres avaient ressenti plus de plaisir devant les vidéos plaisantes et que leur rythme cardiaque et leur sudation avaient davantage augmenté que les personnes n'ayant pas reçu l'instruction d'étirer la commissure de leurs lèvres. D'accord ? Ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'en reprenant le contrôle physiologique, on peut reprendre le contrôle de ses émotions puisque la physiologie, elle est prépondérante au ressenti. D'accord ? D'ailleurs, je fais souvent cet exercice, mais faites-le maintenant. Mettez vos épaules en arrière, levez la tête et affichez un beau sourire. Essayez d'avoir une émotion désagréable, ou une image désagréable, ou une pensée désagréable. Donc, ne perdez pas votre temps, c'est impossible. Donc, on se rend bien compte que la physiologie, elle est prépondérante au ressenti. L'une des hypothèses pour expliquer cet effet suggère que la contraction de certains muscles du visage déclencherait des signaux sensoriels dans les muscles et la peau qui seraient acheminés au cerveau ou les activeraient les structures cérébrales qui sont mises en jeu dans les émotions. D'accord ? Alors, tout ça, je vous ai parlé de choses de 1874, ça a pris du temps. Où on en est par rapport à ça. En tout cas, il semble que l'éventail des émotions primaires soit partagé par les êtres humains de la planète entière. Ça inclut la joie, la tristesse, la peur, la colère et parfois la surprise. D'accord ? Maintenant, c'est exagéré d'affirmer que l'expression de ces émotions résulte entièrement de programmes moteurs innés. Okay ? On va de plus en plus vers une vision qui est unifiée. Et au contraire, la concrétisation de ces affects semble dépendre de fils cognitifs, de séquences d'appréciation des stimulus qui nous entourent. Et ces fils sont établis en fonction des expériences que nous faisons, des cultures et des milieux sociaux où nous évoluons. D'accord ? Donc, c'est juste important de comprendre qu'il y a plein d'émotions que l'on peut vivre. Mais ce que vous devez savoir, et ce qui est essentiel, c'est que ces émotions, elles sont déclenchées d'abord par une réaction physique. Donc la première des choses que vous allez devoir faire pour changer, ça va être de reprendre le contrôle de votre dimension physique. Donc je voudrais vous entraîner cette semaine. Chaque fois que vous allez voir que vous avez une petite contrariété, faites juste la chose suivante. Mettez les épaules en arrière, levez la tête, affichez un sourire, respirez avec le ventre en faisant une grande inspiration et une grande expiration, sans forcer, ça fait ça. Et ça, on va le faire 5 fois. On avance, on pousse avec le ventre et on... Mais une fois encore, n'allez pas jusqu'au bout de votre souffle et d'expiration, sinon vous allez avoir mal à la tête. D'accord ? En revanche, si vous faites ça, vous allez voir que votre état interne va changer en 30 secondes. Et déjà, ça va vous montrer que vous pouvez reprendre le contrôle. Bon, maintenant, on va voir comment gérer ces émotions dans la prochaine vidéo. C'est quoi les différentes étapes ? À tout de suite.